Joey Pyle, surnommé le London Don of Don, fut l'un des gangsters les plus redoutés de Londres, actif des années 1950 jusqu'à son arrestation finale en 1992. Associé aux familles Kray et Richardson, pionnier de la boxe non officielle, il a navigué entre violence, affaires et mafia, restant longtemps insaisissable pour la justice, malgré ses nombreuses arrestations. Joey Pyle, né le 2 novembre 1937 à The Angel, dans le quartier d'Islington, à Londres. Son acte de naissance reste sujet à confusion, puisque sa pierre tombale au cimetière de Merton et Sutton indique 1935. Il est le fils d'Arnie et de Kate Pyle, le plus jeune d'une fratrie de 3, après son frère Ted et sa sœur Jen. Lorsque Joey est adolescent, la famille quitte la capitale pour s'installer à Charleston. Pourtant, il ne coupe jamais ses liens avec ses amis de l'Est End, parmi lesquels figuraient déjà Jack McVitie, ainsi que Johnny et Jimmy Nash. Très tôt, Pyle s'illustre dans les petits larcins. À 14 ans, il dérobe 5000 livres dans un centre de la Territorial Army à Highbridge, non loin de chez lui. Il travaille alors le samedi dans une usine de métaux, et c'est dans ce milieu qu'il croise pour la première fois Eddie Richardson. Leur relation démarre avec une transaction. Pyle lui revend des lingots d'argent volés dans les chemins de fer. Durant son service militaire, il devient instructeur de boxe à Sandhurst et intègre l'équipe de la Southern Command. Mais son passage s'achève brutalement, après le vol de la voiture d'un brigadier. Plutôt qu'une cour martiale, il est jugé par la justice civile et est condamné à 3 mois, du tout nouveau Short Sharp Shock, une alternative disciplinaire qui remplace alors le Borstal. À la fin de son adolescence, 2 chemins s'offrent à lui. Celui de la boxe professionnelle, il a disputé plus de 20 combats et s'est aguerri dans les foires itinérantes, ou celui du crime. Son père lui-même, voleur autant que sportif, finit par lui poser la question. Veux-tu être boxeur ou voleur? Joey n'hésite pas longtemps. À 19 ans, il répond simplement « Papa, je crois que je veux être un voleur ». Avec ses complices Peter Marshall, Peter Tiley et Tony Baddessar, Joey Pyle s'attaque aux banques, au vol de salaire et aux fourgons de transport de fonds. Mais lorsqu'il décide de se lancer dans l'art plus technique du safe blowing, le braquage de coffres-forts à l'explosif, ils font appel à un spécialiste, George Medicine, maître reconnu dans l'usage de la gelignite, qu'il déclenchait grâce à une simple prise électrique. Pourtant, après sa sortie de prison liée à l'affaire du meurtre du Pen Club, Pyle prend une décision, s'éloigner des coups à la volée, même s'il avouera plus tard qu'il continuait à se mêler de petites choses de temps en temps. Comme les frères Kray, Joe Pyle organise ses propres affaires d'extorsion et de protection, notamment dans le milieu des pubs et des boîtes de nuit. Le système est bien rodé. Un gang saccage un établissement, puis revient proposer sa protection contre rémunération. Pyle et les frères Nash, eux, n'ont même pas besoin d'en arriver là. Leur réputation violente suffit à imposer le respect et à soutirer l'argent. Alors que les Kray règnent sur l'Est End et que les Richardsons, épaulés par Freddie Foreman, contrôlent le sud de Londres, Pyle et les Nash dominent dans les années 60 la partie ouest, Islington, le West End. En 67, après l'incarcération des Richardson, un équilibre fragile se met en place. Les Kray, les Nash, Foreman et Pyle trouvent un terrain d'entente après plusieurs réunions. Il s'agit de se partager les revenus de raquettes de protection. Ronnie Kray parle alors d'une fédération de gangs. Pour Pyle, cela allait de soi. Mieux valait bâtir une grande et solide entreprise plutôt que de petites qui s'éparpillent. Parmi les hommes qui travaillent alors pour lui figure Ronnie Field, braqueur prolifique. Lui se souvient. Dès que j'ai été avec Joey, j'ai été traité différemment. J'étais dans la firme, si on veut. Les gens sont dans les pubs, me regardaient autrement. Peu de gars de mon âge osaient me défier, non seulement à cause de ma réputation grandissante pour la violence, mais surtout parce que personne ne voulait risquer de croiser quelqu'un lié à Joey Pyle. Mais c'est surtout l'affaire Connie qui marque un tournant. Avec Jimmy Nash et James Reid, Joey est jugé en avril 1960 à Lloyd Bailey pour le meurtre de Selwyn Connie, gérant du New Cabinet Club de Billy Hill. Connie est abattu au Pen Club dans la nuit du 7 février 1960, après une bagarre de bar. Quelques heures plus tard, au Régal, le club de billard des Kray, Ronnie leur propose de les aider à quitter le pays. Mais Joey et ses complices préfèrent rester et affronter le procès. Le premier procès tourne au chaos. Des jurés sont intimidés. 2 témoins clés, Johnny Simons et sa compagne Barbara Ibbotson, se font lacérer le visage et nécessitent 27 points de suture chacun. Quant à Faye Sadler, surnommée la Veuve Noire, gérante du Pen Club,
ex-prostituée et compagne de Connie, elle disparaît mystérieusement. Elle réapparaîtra seulement au second procès, échappant de peu à ce funeste destin qui avait déjà coûté la vie à ses 3 précédents amants. Le 25 avril 1960, au bout de 4 jours seulement, le juge Gorman interrompt les débats. Certaines informations portées à ma connaissance rendent impossible la poursuite de ce procès devant ce jury. Un nouveau procès est organisé. Cette fois, Pyle, Nash et Red sont acquittés de meurtre. Mais Joey écope tout de même de 18 mois pour avoir frappé Connie avant que celui-ci ne soit abattu. Quand on lui demandera plus tard qui avait réellement tué Connie, Joey se contentera de répondre « Connie a dû croiser une balle perdue ». Cette affaire secoue profondément la justice britannique. Elle installe Joey Pyle comme un criminel redouté, solidement connecté dans le milieu, et révèle combien le système judiciaire peut être influencé par le crime organisé. L'affaire entraîne d'ailleurs la création au sein de Scotland Yard de la branche spéciale de renseignement criminel, le C11, aujourd'hui SO11. Désormais, à chaque grand procès de figure du crime, les détectives seront présentés pour surveiller, noter les visages et s'assurer que plus jamais la pègre ne dictera sa loi dans les tribunaux. À sa sortie de prison, Joey se tourne vers un nouveau domaine, le jeu clandestin. Il raisonne avec pragmatisme. Le gouvernement envisage d'assouplir la législation sur les jeux d'argent. Alors, s'il s'y prend tôt, il y apprend les rouages. S'il gère des établissements solides et bâtit une réputation d'opérateur fiable, il sera parfaitement placé pour profiter de la légalisation à venir. Pour tracer sa route, il consulte 2 vétérans du milieu, Billy Hill et Waggy Whitmall, qui le conseillent sur la meilleure manière de s'implanter. Il commence par installer une table de dés chez German Harry à Balham, puis étend son influence au Crown à Crowdown. Rapidement, il supervise d'autres clubs de dés, puis des casinos plus prestigieux. Son rôle est clair, s'assurer que personne ne triche, que les jetons ne soient pas achetés avec de la fausse monnaie, et que chaque dette soit réglée. Sinon, lui et ses hommes se chargent de remettre de l'ordre. Souvent aux côtés de Johnny Nash, il se fait une réputation de collecteur implacable. Parmi ceux qu'il pousse à régler leurs comptes figure même Cubby Broccoli, producteur de films James Bond, qui devait 40 000 livres. Pyle raconte la scène avec amusement. Le plus drôle, c'est que ces gardes du corps nous connaissaient déjà. Quand Broccoli s'en est rendu compte, il a compris qu'il n'avait aucune protection. Il a payé l'intégralité le jour même. Joueur passionné, Joey tente aussi sa chance dans les courses de lévrier truqué. Le stratagème est simple. Certains chiens sont drogués, incapables de courir correctement, ce qui permet de miser sur d'autres concurrents. Il convainc Bruce Reynolds de lui avancer 3000 livres pour son pari, mais son premier essai est aussi son dernier. Il mise tout sur un lévrier souffrant de rhumatisme. La débâcle est totale. C'est également à cette époque qu'il croise Joey Neslin, ponte du jeu à Washington, venu investir dans les casinos londoniens. Neslin demande à Pyle et à Nash de protéger le Colony Club de My Fate, dont l'hôte n'est autre que l'acteur George Raft. Mais à leur insu, Dino Cellini a déjà sollicité Albert Dims, lequel s'est tourné vers les Cray. Un soir, Joey aperçoit Ronnie Cray au Colony Club. Ronnie lui lance « Moi et Reg, on est bien installés ici ». Stupéfait, Joey se tourne vers Nash. « Putain John, on a des associés qu'on ne connaissait même pas ». Finalement, les choses se règlent vite. Les ententes se multiplient entre les propriétaires de casinos américains. Les Cray, les Nash et Joey. Mais le gouvernement britannique s'inquiète de l'influence de la mafia américaine dans le West End. Raft et Cellini finissent expulsés du pays. Pyle met aussi en place des escroqueries plus subtiles. Il organise pour de riches joueurs des voyages d'1 semaine dans un casino de Joe Neslin en Yougoslavie. Là, tout est truqué. Dépipés, complices infiltrés se faisant passer pour de simples parieurs, dealers qui glissent des jetons. À la fin de la semaine, les gros joueurs ont tout perdu. Pour donner l'illusion d'un lieu honnête, d'autres visiteurs britanniques remportent de belles sommes. Mais ils ne sont en réalité que des employés de Joey Pyle. Dans le monde interlope de Londres, Joey Pyle s'impose comme un diplomate, un médiateur, un fixeur, capable de naviguer entre toutes les factions ennemies. Lié au Cray, au Richardson, comme au Nash, il parvient à se tenir au centre d'un jeu dangereux. Le chanteur Roger Daltrey, du groupe The Who, dira de lui « Joey n'était pas connu du grand public, mais c'était le médiateur entre les grandes familles du crime. C'est lui qui s'asseyait avec elles et réglait les rancunes. Et il faisait ça bien. Ronnie Field, braqueur de haut vol, ne tarissait pas non plus d'éloges. Travailler avec Joey Pyle, c'était précieux. Plus je vieillissais, plus je comprenais la valeur de cet homme.
Il avait des mots de sagesse, il était diplomate, intelligent en affaires. S'il était né dans d'autres circonstances, il aurait été directeur d'une société cotée en bourse, j'en suis sûr. Pour l'écrivain John Pearson, spécialiste des craies, Joe Pyle fut celui qui s'est rapproché le plus d'un parrain du crime britannique pendant près de 30 ans. Sa proximité avec les craies est indéniable. Il est témoin au mariage de Ronnie, puis à celui de Charlie. Il leur rend visite en prison, que ce soit à Broadmoor pour Ronnie ou à Parkhurst pour Charlie. À la demande de Ronnie, il place même un garde du corps auprès de sa seconde épouse, Kate Cray, confiant ce rôle à Ronnie Field. Plus tard, il devait porter le cercueil de Reggie Cray aux côtés de Freddie Foreman, Charlie Richardson et Dave Courtney. Mais la jeune épouse de Reggie s'y oppose. Elle veut que son mari soit enterré en homme de famille, et non comme un chef de gang. Joey se contente donc d'assister à la cérémonie assis dans sa voiture à l'extérieur de l'église. Lui-même dira « Je n'ai jamais fait partie de la firme. Je ne touchais pas de pension des jumeaux, mais j'étais plus que proche d'eux. C'était pareil avec les Richardson, et ça n'a jamais posé de problème. Parfois, les deux clans se retrouvaient dans le même club, mais tant que j'étais là, rien ne dégénérait. » Interrogé sur la notoriété des Cray, comparé à l'anonymat relatif de sa propre organisation, Joey résumait « Qu'ils prennent toute la lumière, qu'ils veulent. Nous, on préfère l'ombre, avec l'argent. » Mais son rôle de médiateur ne l'empêche pas d'être au cœur des plus grandes affaires criminelles du siècle. Quelques semaines après le braquage du train postal en 63, Bruce Reynolds, cerveau de l'opération, le contacte. Tous les policiers du pays le recherchent, mais Joey lui trouve une planque chez son frère, à Cobham. Reynolds ne tient pas longtemps. « C'est trop calme, ça me fout la trouille », se plaint-il. Il s'installe ensuite directement chez Joey, à Clapham South, puis dans un appartement de Crowdown que Joey gérait au-dessus d'un pressing. Lorsque la police débarque, Reynolds a déjà disparu, restant libre encore un an. Les autorités, elles, prennent bonne note du rôle, même périphérique, de Joe Pyle dans ce coup historique. Il est également soupçonné d'avoir aidé à des évasions spectaculaires. Jack the Hat McVitie, Frank Mitchell, dit le fou à la hache, ou encore John James Buggy, pour qui Joey tente de lancer une corde lestée par-dessus les murs de prison. En 1966, il intervient même dans l'évasion de John McVicar, le braqueur vedette. Après avoir échappé à ses gardiens, McVicar contacte Joe Pyle, qui file le chercher avec Peter Tiley à Portsmouth. Sur la route du retour, il tombe sur un barrage policier à Dorking. Joey force le passage, mais finit acculé dans une impasse. McVicar, lui, parvient à s'éclipser, juste à temps. Parfois, son aura dans le milieu entraîne des drames. En 1976, Terry Marsh le conduit à l'aéroport direction Monte-Carlo pour assister au combat Monzon-Valdez. Pendant qu'il est à Monaco, Joey apprend que Marsh a été poignardé à mort par Mad Ronnie Fryer. La raison ? Une jalousie mesquine. Fryer ne supportait pas que Joey ait choisi Marge pour le conduire. Quelques semaines plus tard, Fryer se pend dans sa cellule de Brixton. En 1978, Joey Pyle est à nouveau éclaboussé par un meurtre. Lors d'une rixe au Ranelagh Yacht Club de Fulham, un indique de police, John Dark, est poignardé à mort par l'acteur et homme de main John Biden. Couvert de plaies, Biden s'enfuit à Dublin, tandis que Lenny Osborne, impliqué lui aussi, se réfugie à Amsterdam. Joey se rend sur place pour tenter d'arranger la situation. Biden veut qu'Osborne soit payé pour qu'il ne témoigne pas contre lui. Mais l'affaire dégénère. Joey est arrêté, accusé d'avoir aidé un meurtrier en fuite, mais aussi de multiples autres délits, dont le vol d'1 million de livres en chèque de voyage à Heathrow. Au final, Biden est acquitté pour meurtre, plaidant la légitime défense, et les charges les plus lourdes contre Joey tombent avec lui. Restait le dossier des chèques de voyage. Mais là encore, son avocat démontre la crédibilité du témoin principal, Mikey Francis, jugé peu fiable. Joey sort libre une fois de plus. Jack the Hat McVitie était un ami de Joey depuis l'enfance, mais sa proximité avec les Cray s'est étendue. Ronnie prévient Joey qu'il en a assez des provocations incessantes de McVitie et de ses menaces de mort à l'encontre des jumeaux. Fidèle à son rôle de médiateur dans le milieu interlope, Joey contacte Mac à plusieurs reprises, lui demandant d'arrêter ses provocations. « Si tu continues comme ça, un jour, tu vas le payer. » McVitie ignore les avertissements. Peu de temps après, dans un appartement de Hackney, une brève altercation tourne au drame. Reggie frappe le premier, poignardant McVitie. Joey, réfléchi et fataliste, commente. Jack a été stupide. Il savait qu'il allait y passer. Il ajoute avec une lucidité glaciale. Au final, je ne peux pas blâmer les jumeaux pour ce qu'ils ont fait. Si quelqu'un passe son temps à dire qu'il va te tuer, tu n'as pas vraiment le choix.
Il faut agir le premier. Mais pour Joey, la fin reste cruelle et injuste. Jack n'aurait jamais dû mourir de cette manière. Il est mort comme un putain de rat. En 1971, Pyle est arrêté dans une affaire qui semble sortie d'un mauvais roman policier. Tout commence avec le meurtre du surintendant de police Gerald Richardson, tué par Freddie Sewell. La police intervient alors pour un braquage de bijouterie à Blackpool, perpétré par un gang du sud de Londres. La Flying Squad fait une descente au domicile de Pyle, soupçonnant qu'il pourrait abriter Sewell. Pyle nie tout. Il n'a aucune idée de l'endroit où se trouve Sewell et n'a rien à voir avec le vol de Blackpool. Pourtant, il est arrêté pour complicité avec des personnes inconnues en vue de commettre un vol à une date et à un endroit inconnu, sur la simple base d'armes, manches de pioche, munitions retrouvées dans sa voiture. Quelques jours plus tard, alors que tout le monde dans le milieu sait qu'il est victime d'un montage, un journaliste du Sunday People, Bill Thompson, se présente chez lui pour enquêter sur des policiers corrompus. Il lui parle d'une autre affaire. Le détective en chef, Kenneth Drury, de la Flying Squad, avait piégé un jeune homme, Pat Murphy, pour un meurtre lors d'un braquage de bureau de poste à Luton. Murphy était innocent, mais un membre de son gang, véritable meurtrier, n'avait jamais été poursuivi. Thompson souhaite exposer l'innocence de Murphy et la corruption de Drury. Pyle, ami proche du père de Murphy, Stevie, révèle au journaliste ce qu'il sait. Drury avait passé des vacances à Chypre avec le producteur de films pornographiques de Soho, Jimmy Humphries, que Pyle connaissait bien et qu'il visitait régulièrement. Pyle fournit des documents prouvant la relation et montrant que Drury, maintenant, cherchait à le piéger comme informateur, faisant craindre le pire à Humphries. La suite est historique. En 1976, Drury et 13 autres officiers de la Flying Squad sont tous arrêtés pour corruption. En 1977, Drury est condamné à 8 ans de prison et ses collègues écopent également de peine de détention. Pendant ce temps, Pyle reste sous le coup d'une accusation de possession d'armes à feu. Au tribunal, l'affaire s'effondre rapidement. Les armes trouvées dans sa voiture sont une invention et les histoires montées de toutes pièces pour les justifier s'écroulent. Le juge, dans ses instructions aux jurés, explique que si Pyle est déclaré non coupable, cela signifie que tous les policiers témoins sont des menteurs, des parjures et complètement fous. Quand le jury revient de ses délibérations, verdict non coupable. Quant à Hannigan, il reçoit une libération conditionnelle pour tentative de corruption et se voit conseiller de consulter un psychiatre. Bien que Pyle n'ait jamais pris de pilule pendant la frénésie des années 60 ni aucune autre drogue illégale, il se retrouve plusieurs fois mêlé à des affaires de stupéfiants. Dans les années 80, il importe chaque semaine près de 200 kg de cannabis au Royaume-Uni. Mais lorsque la police tente de le faire condamner pour avoir introduit pour 5 millions de livres de drogue, elle se heurte à un obstacle majeur. Un capitaine de navire allemand, témoin clé, refuse de témoigner contre lui. Pyle connaît 2 séjours carcéraux liés à la drogue. Le premier survient lorsqu'un trafiquant utilise son nom pour se donner du crédit. Il est arrêté avec Howard Marks et passe 2 mois à la prison de Brixton avant d'être libéré faute de preuves. Le second sera plus sérieux. Condamné à 14 ans, réduit à 9 après appel pour tentative d'approvisionnement en héroïne et opium. Pyle purge une peine de 5 ans entre 92 et 97. Dans les années 80, il s'était lancé dans le prêt usuraire. En 85, Richard Ledingman vient lui demander un prêt de 20 000 livres. Bien qu'il ne le connaisse pas, Pyle accepte, impressionné par le complexe de loisirs que possède Ledingman à Hillsbourne. Après quelques remboursements, Ledingman disparaît, laissant d'importantes dettes. Quelques années plus tard, il revient et règle ses comptes. Mais en 90, Ledingman est arrêté pour avoir volé 5 millions de livres à la Barclays Bank. Préparant sa défense, il affirme à la police que Pyle cherche à écouler un gros lot d'héroïne à 28 000 livres le kilo, avec lui comme acheteur. La police monte alors un piège. En mai 91, Ledingman emporte 10 000 livres à Pyle, et faisant semblant de ne pas pouvoir rembourser, le met en contact avec un faux acheteur, Dave, qui est en réalité un policier. Pyle, désireux de récupérer son argent, joue le jeu et prétend pouvoir fournir de l'héroïne, alors même qu'il n'en vend pas. Parallèlement, un certain Pete Gillette contacte Pyle via Reggie Cray pour promouvoir sa musique et distribuer un produit appelé Omnipom, vendu comme supplément pour sportifs, mais contenant en réalité un opiacé de classe A. Pour ne pas contrarier Reggie Cray et récupérer l'argent de Ledingman, Pyle accepte d'organiser l'affaire via Dave. La transaction se conclut dans une chambre d'hôtel piégée. Pyle, confiant, se vantait, après de Dave, de pouvoir obtenir l'héroïne avant de se faire frapper à la tête par la crosse d'un policier et d'être arrêté. Le procès se tient à South Crown,
court au début de 92. La protection des jurés est maximale, 24 heures sur 24, escorte, armée, anonymat. Déjà 3 jurés ont été approchés avant même le début du procès. Le juge Butler, furieux, décide de continuer avec 9 jurés. Quand un 4e juré révèle qu'elle a été approchée, un nouveau procès est organisé à Lloyd Bailey, avec des jurés anonymes et numérotés. Pyle est initialement condamné à 14 ans, réduit à 9 ans après appel, et purge sa peine à Coldingley Prison, en catégorie C. Pyle entretenait plusieurs liens avec la mafia américaine, l'un des motifs avancés pour la sécurité renforcée lors de son procès en 92. Tout commence par une introduction via Wilf Pine, ancien manager de Black Sabbath, présenté à Pyle par leur ami commun, Reggie Kray. Pyle souhaitait alors passer dans le droit chemin et se lancer dans l'industrie musicale. Lors d'un voyage à New York pour lever des fonds pour un film sur les Kray, Pine présente Pyle à Joe Pagano, membre de la famille Genovese chez lui. Pagano introduit Pyle à plusieurs hommes de main de la famille Genovese, dont son fils Danny, et lui propose de le mettre en contact avec Carmine Wessel Donugna, un associé influent dans l'industrie musicale. Pagano l'invite même à rejoindre officiellement la famille, mais Pyle décline. Il invoque le climat new-yorkais, mais aussi ses réserves sur la morale de la mafia. J'ai trouvé que le code d'honneur était bien plus fort à Londres qu'aux États-Unis. Là-bas, j'ai rencontré beaucoup de gens qui, si la police les arrêtait, parleraient immédiatement. Préférant le climat plus clément de la Californie, Pyle part à Palm Springs. Là, sur recommandation de Pagano, il rencontre Bobby Milano de la famille de Los Angeles, puis Joe Isgro, réputé comme proche de la famille Gambino et influent dans l'industrie musicale américaine. Isgro, via des pratiques de payola, contrôlait la diffusion à la radio, et donc les chances qu'un disque atteigne les charts. Pyle s'étend rapidement avec lui, se mêlant à quelques petites affaires, et Isgro lui propose de reproduire en Europe le même système de diffusion qu'il contrôle aux États-Unis. Pyle connaît aussi Horace Spado, fixeur et gangster de Hollywood, associé de Sonny Francese, sous-chef de la famille Colombo. Spado qualifie Pyle de « mon meilleur ami ». Pyle organise des combats non officiels, car la British Boxing Board of Control refusait de délivrer une licence à son ami Roy Pretty Boy Shaw, récemment sorti de prison, en raison de son casier judiciaire. Pyle explique qu'il a commencé à organiser ses combats parce que Shaw, à 41 ans, était trop vieux pour passer par les circuits officiels. Shaw avait auparavant pu combattre sous le nom de Roy West, mais la Boxing Board of Control refusait désormais toute licence, quel que soit le nom. Le premier combat de Shaw oppose The Bull Donny Adams, roi des Gitans. Adams avait déjà participé à des combats à main nue, dans des décharges et autres lieux informels. Mais Pyle décide de transformer ce duel en un événement plus sophistiqué. Il loue un terrain à un fermier dans l'Essex, installe un ring, vend plus de 1000 billets à 10 livres chacun, et ajoute des attractions comme la vente d'alcool et des courses de poney. Lorsque la police découvre le match sans arbitre, sans règles et sans limite de temps, Pyle est contraint d'annuler. Les 2 boxeurs sont arrêtés pour trouble à l'ordre public. Mais au tribunal de Hereford, le magistrat autorise finalement le combat à condition que des gants soient portés et qu'il y ait des rounds et un arbitre. Pyle contacte alors l'impresario de cirque Billy Smart. Le match pour le titre de The Governor se tient alors dans le chapiteau de Windsor le 1er décembre 1975. Shaw met Adams KO en quelques secondes dès le premier round. Après avoir frappé à la tête d'Adams à plusieurs reprises, Shaw aurait continué jusqu'à tuer son adversaire sans l'intervention rapide d'autres personnes. Rapidement, de nombreux hommes veulent défier Shaw. Pyle organise alors de nouveaux combats sur un principe de winner talk all. La popularité de cette nouvelle branche du sport inventée par Pyle croît rapidement. Des anciens pros chevronnés comme des novices durs à cuire, tous refusés par les fédérations, se présentent dans l'arène. Pyle est bientôt contraint d'introduire des règles et régulations pour encadrer ses combats. Le combat le plus attendu de la scène non officielle oppose Shaw à Lenny McLean, videur et exécuteur londonien représenté par son cousin Frank Warren. Ils s'affrontent dans une célèbre trilogie. Shaw gagne le premier match le 23 mai 1977, mais perd les 2 suivants l'année suivante. Pyle promeut brièvement un autre personnage hors norme. Charles Bronson, braqueur et prisonnier de renom, devient un combattant non licencié sous sa direction. Vers la fin de sa vie, Joey devient une figure respectée, retirée mais toujours écoutée pour son expérience du milieu criminel. En 2003, le Guardian lui demande son avis alors sur la montée de la criminalité armée au Royaume-Uni.
À l'époque des Cray et des Richardson, les gens ne se promenaient pas avec des armes à feu. On ne s'armait que pour un travail. Aujourd'hui, ça a complètement changé. Pour beaucoup, avoir un flingue n'est plus qu'un accessoire de mode. On lui demande aussi ce que le code des gangsters à l'ancienne disait sur le fait de tirer sur des femmes. On raconte beaucoup de bêtises sur cette époque. Mais on n'en se prenait qu'à nos ennemis. Jamais à ce que j'appellerais des civils, surtout des femmes. C'était l'une des pires choses que l'on pouvait faire. Un homme qui sortait tirer sur des femmes ou des enfants, pour nous, c'était un pervers. Personne n'aurait eu de temps pour ce genre de type. Et en prison, il aurait pris une sacrée correction. En 2004, Pyle apparaît dans une émission hybride mi-réalité mi-crime diffusée sur Channel 4 et intitulée The Heist. Le programme rassemble des experts du monde criminel, chacun avec une compétence particulière. Pyle en devient le leader. Le cambrioleur Peter Scott, le hacker Matthew Bevan, l'extorqueur Arno Funk et l'ancien homme le plus recherché de Grande-Bretagne, le braqueur Terry Smith. Ensemble, ils doivent orchestrer plusieurs crimes spectaculaires. Voler un tableau à la London Art Fair, au réputé Business Design Centre d'Islington, dérober une voiture prototype TVR Sagaristo Earls Court Motor Show et extorquer de l'argent à un propriétaire de chevaux de course à Newmark, tout en retenant son cheval, Lucky Harry, en otage. Pyle s'éteint en février 2007. Bien que son enterrement ne connaisse pas l'ampleur des funérailles des Cray, plus de 1000 personnes assistent à la cérémonie à l'église Sainte Teresa de Morden, le 28 février 2007. Parmi elles, Charlie Richardson, Kate Cray, Freddie Foreman, Bruce Reynolds, Howard Marks, Jimmy White, Gary Mason et Kenny Lynch. Le cortège funéraire descend Lower Morden Lane, ouvertement escorté par 4 membres du Outlaws Motor Cycle Club, et tous les pubs du quartier ferment leurs portes pour l'occasion. Les fleurs sont transportées dans un semi-remorque articulé de 32 pieds, et plus de 3000 personnes se rendent ensuite au cimetière de Merton et Sutton pour l'inhumation.